Allez, on prend la direction de Conakry. Plus de 350 délégués en provenance de l'intérieur du pays et de l'étranger ont rallié ce jeudi 31 mars 2022 Conakry pour prendre part à la convention extraordinaire du RPG. Laisse parti au pouvoir voulait désigner un coordonnateur provisoire en attendant le prochain congrès qui doit théoriquement se tenir avant la fin de l'année. Et c'est le dernier Premier ministre Ibrahima Kafori Fofana qui a été choisi. Madame, on sait qu'on parle de convention, mais il y a déjà des divisions internes au sein de l'Est-Parti au pouvoir. Oui, il y a des divisions. Et il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord sur cette nomination, le fait qu'il soit porté quand même à la tête de ce parti. Et il est critiqué. Bon, ça arrive dans ces partis-là. Bon, moi, c'est un parti, le quoi RPG, le voilà. RPG. Le RPG, bon. Et moi, leur congrès là ne me dit pas grand-chose parce que et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait déjà et qu'est-ce qu'ils vont faire pour qu'on soit quand même en train de se dire oui, voilà, il y a une nouvelle tête, un nouveau qui est docteur Ibrahima, truc là qui est porté, donc ça va changer les choses. Non, moi ça ne me dit pas grand-chose quand même. Je préfère que d'autres de nouvelles figures quand même soient nommées à ce poste-là, à la tête de ce parti. Vous voulez des jeunes? Oui, parce qu'ils ne forment pas les jeunes. Les cadets on dirait qu'ils sont exclus de cette dynamique-là, de cette préparation-là vers les rênes des pays, pour prendre les rênes de pays. C'est les mêmes seulement qui tournent. Il est Premier ministre, autant de trucs là. Il revient encore, et il est fier, oui, il faut être fier. Mais bon, je n'ai pas... Moi, il n'y a pas de... Je ne vois pas tellement d'enjeux capital de taille autour duquel ils vont... Bon, ils luttent, ils sont en train de reformer les choses pour aller aux élections, pour prendre le pouvoir. Comme l'a stipulé l'audio sonore l'audio pas son nom de vidéo d'Alpha Condé de la fois passée qui a fuité là. Donc du coup, moi, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sous le règne d'Alpha Condé? Quelle exaction on n'a pas vu? Donc du coup, ce parti, moi, ne m'inspire pas confiance en toute honnêteté, ça ne m'inspire pas confiance. Et puis bon, ce parti porte maintenant, fait coalition avec le CNRD être d'accord avec le CNRD sur tous les plans. Et les autres partis, c'est qu'en 8, je crois, qui sont contre. La fois passée, les autres étaient aussi d'accord avec le CNRD au départ. Et lui, c'est ce parti qui dit non. Mais pourquoi ce revirement brusque de la part de ce parti? Et puis bon, on voit tout ce qui... Bon, la Guinée, tout est flou. Franchement, parce que... c'est difficile à analyser. Oui, parce que tantôt on voit le président Doumbouya dans cette posture. Le lendemain, on le voit en même temps attaquer un des collaborateurs de l'ancien président du président déchu. Leur maison. Oui, même la fois passée, on appelle la maison de Céline Dalen Diallo, c'est ça, non? Ouais. Oui, voilà, donc on ne comprend rien. Et voilà ce parti-là qui est d'accord. Et qu'est-ce qu'il prépare? Ben, il a fait rentrer les autres, par exemple, Camara Dadis, Camara et d'autres, les exilés politiques et d'autres. Bon, mais jusqu'ici, je reste encore sur ma soif en ce qui concerne la Guinée, la façon dont le peuple était dans la rue pour soutenir cette couchite-là et leur dire que ça va avancer. Bon. Voilà, ça n'avance pas malheureusement selon vous. Bon, ça avance à leur façon. À leur façon, donc bon, on va voir. Georges Eo, des grands noms ont boudé cette convention, il faut préciser cela, dont l'ancien ministre de la Défense et membre fondateur du parti, Mohamed Diané. Il y a également l'ex-ministre des Affaires étrangères, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Oumarou Kamara. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des divisions au sein du parti. Est-ce que vous pensez que le parti de l'ancien président Alpha Condé va revenir au haut niveau? Bon, de toute façon, c'est un passage forcé aujourd'hui d'aller
à ce mini-congrès ou bien congrès extraordinaire ou bien convention extraordinaire, je ne sais pas comment ils appellent, mais c'est un passage forcé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas avoir un grand parti comme ça et qui n'a pas de tête, parce qu'Alpha Condé n'est pas là, il est parti, il a été capturé, il est parti entre-temps au niveau de, comment on l'appelle, Abu Dhabi. Et donc le parti ne doit pas rester comme ça, il faut quelqu'un aux commandes. Pour faire quoi? Pour diriger le pays, comme ils l'ont dit, comment on l'appelle, le parti, en attendant d'aller au Congrès pour élire véritablement la personne qui va prendre la relève et aller aux élections. Donc moi, je ne pense pas que c'est le moment de montrer les frustrations, c'est plutôt le moment d'être soudé dans le parti, pour montrer aux yeux de l'extérieur, quand je parle de l'extérieur, aux yeux des autres partis politiques, et bien entendu de la CNRD, pour prouver qu'on est un et on fait bloc. Mais aujourd'hui, c'est malheureux de constater que les partis montrent beaucoup de fébrilité, beaucoup de division, et qui n'augurent pas de bonnes choses pour ce parti. Vous devez savoir, on parlait du ministre de la Défense, le ministre de la Défense avec tout ce qui, l'ancien ministre de la Défense avec tout ce qui tourne, qui était tourné autour de lui lorsque Doumbouya avait pris le pouvoir, soi-disant que c'est lui qui avait formaté les choses, qui était contre Doumbouya, etc. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. C'est des gens effectivement aussi qui aspirent à pouvoir diriger le pays. Quand même soit le pays, soit à l'absence du maître absolu Alpha Condé. Effectivement. Donc, nous pouvons que peut-être analyser sous l'angle du leadership de Alpha Condé, qui n'a pas su donner, et qui n'a pas su donner beaucoup comment dirais-je, qui n'a pas beaucoup qui n'a pas préparé, qui n'a pas managé, qui n'a pas bien managé son parti, et qui n'a pas su autour de lui avoir des gens qui sont en cohésion. C'est maintenant que la vraie face de la gestion de Alpha Condé est en train de surgir. Parce que si effectivement il y avait de cohésion, si effectivement il y avait une convivialité, la cohésion, il y avait de l'ordre dans le parti, et qu'on sait qui est qui dans le parti, malgré l'absence de Alpha Condé, les héritiers pouvaient facilement gérer le parti et avoir une personne à la tête pour commander le parti. Horus Donkovi, vous pensez que c'est un passage obligé, comme Georges Ewo l'a dit tout à l'heure, passage obligé donc pour les partis qui ont perdu le pouvoir, et on a vu la Kabylie. Oui, je pense que oui, c'est un passage obligé dans le sens où c'est un parti qui a été débouté, qui s'est fourvoyé dans un certain nombre d'attitudes, dans un certain nombre de prises de décision. Et puis après, je pense que c'est un parti qui a l'image de ce qu'on reproche depuis longtemps à des partis africains, c'est à savoir ne pas être organisé de façon à être clair dans la succession des hommes. On a vu par exemple en Côte d'Ivoire avec le FPI. On a vu le Côte d'Ivoire avec le FPI. Dans d'autres pays également. Donc on le remarque exactement en Guinée. On a un président Alpha Condé qui est déchu, qu'on a expatrié, qu'on a emmené dans un autre pays pour des problèmes de soins, mais qui est compromis par cet enregistrement sonore où il se positionne par rapport à certaines personnalités de son parti. Après, je trouve quelque chose d'exceptionnel aussi dans la politique guinéenne, c'est que on a l'impression que la presque quasi-totalité des hommes politiques qui interviennent ou qui ont un certain renom, ou en tout cas qui ont les sous, sont soit des anciens ministres, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens premiers ministres, ainsi de suite. Donc bref, ils ont tous participé à ce pourquoi à ceux qu'ils contestent. C'est-à-dire ils font partie, ils ont contribué à l'organisation et au déclin de la Guinée actuelle.
et chacun se lève pour prétendre la réformer. Donc, c'est malheureux parce que, voilà, on a un parti, on a eu une élection. Cette élection, on s'aperçoit qu'elle oppose des hommes, donc des personnalités. Mais ce qui est pour moi choquant, c'est que elle oppose des personnalités au lieu d'opposer un programme pour le parti. C'est-à-dire là où j'aurais compris les clivages au sein du parti, c'est si on me disait, voilà, il y a telle vision pour le parti, il y a tel programme pour la Guinée, il y a telle ambition, il y a tel choix. À partir de ce moment-là, même nous qui intervenons sur le plateau, nous sommes capables d'expliquer pourquoi tel intervenant est opposé à un autre, ou tel intervenant est allié à un autre. Mais là, c'est pas ce qui se passe. C'est qu'on a l'impression vraiment qu'il s'agit de querelles de personnes où on n'accepte pas d'épauler le compère ou l'ancien collaborateur pour des prétextes qui sont totalement en dehors de la chose politique. Donc c'est dommage parce que, et là je rejoins Georges, c'est-à-dire quand on voit ce qui se passe en Guinée, on se passe ce qui se passe notamment au niveau du RPG, ça nous donne, si vous voulez, ça met à nu l'organisation de ce parti-là, même quand il était au pouvoir. C'est-à-dire, c'est un parti qui est à l'image de tout ce que l'on a connu, de tous les schismes que l'on reproche au sein de nos partis politiques, où on a un moment, parce que c'est un peu la sensation, on a un moment que ces personnes politiques qui vont participer à des joutes électorales ne sont vraiment pas dans la chose du peuple, ou en tout cas ne sont pas dans la défense d'une quelconque projection ou idéologie. On est vraiment dans la querelle de personnes. Voilà, je boude mon compère, je ne veux pas voter pour lui. Rien n'est explicité, rien n'est expliqué. Même dans l'audio de Alpha Condé, il ne s'agit pas de dire voilà, je suis contre cette personne parce que ceci. Il s'agit tout simplement de dire celui-là, je ne le vois pas. C'est très vicieux, c'est très... voilà. Allez, on termine par le Togo, l'état d'urgence sanitaire à 2 ans. Georges Ewo, que retenir de l'état d'urgence au Togo pendant ces 2 ans? Bref, je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y avait un mal qui nous a frappés, qui n'est pas seulement au Togo, c'est ce que nous appelons tous coronavirus, et qui est venu au moment où nous attendons le moins, puisque nous sommes en train de relancer, en quelque sorte, le gouvernement est en train de relancer l'économie lorsque il nous a frappé en plein fouet. Covid-19 est venu frapper. Et puis, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, d'autant plus que il n'y aura pas de grand rassemblement. L'État doit agir vite, il y aura des urgences. Et là, le pouvoir exécutif doit en quelque sorte demander aussi quelques largesses au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Et donc, bref, nous étions rentrés dans l'état d'urgence. L'Assemblée nationale qui a donné son OK. Et puis, on a pu faire venir les vaccins. Le Togo qui avait, disons, commencé bien avant plusieurs pays à faire venir les vaccins, à vacciner la population. À un moment donné, il y avait des mesures qui ont un peu durci. Aujourd'hui, nous sommes dans l'allègement de ces mesures, mais nous sommes toujours en train de pratiquer les mesures barrières. Bref, nous pouvons remarquer tout simplement que l'état d'urgence a permis de maîtriser la maladie. Ça a permis de pouvoir chercher des stratégies, des voies et moyens pour pouvoir ne pas aller à l'hécatombe comme l'avait prédit l'OMS, etc. Et que ça a permis au gouvernement d'avoir un certain nombre de marges de manœuvre pour pouvoir agir au moment opportun. Et je pense que
Nous sommes toujours dedans, ce n'est pas encore enlevé. L'heure n'est pas tellement au bilan, sauf que si nous devons faire le bilan, C'est sur les 2 ans. nous devons... Non, bon, c'est ce que je dis, c'est que nous devons attendre à ce que le gouvernement revienne un peu sur la situation, nous donne les éléments capables aussi d'analyser un certain nombre de choses, parce que vous savez, il y a un certain nombre de ministères, un certain nombre de structures qui sont rentrées en jeu. Et donc, vous pouvez avoir que les résultats de certains ministères, certaines structures. Vous ne pouvez pas avoir le tout en attendant que le gouvernement revienne et qu'il nous fasse un peu le point sur la situation actuelle. Horus Donkovi, doit-on s'attendre à une prolongation de l'état d'urgence au Togo? Moi, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Ou du moins, je peux comprendre qu'il y ait certaines mesures préventives, mais je ne le souhaite pas. Je pense que dans l'état de crise actuel, il faut réouvrir les frontières. Je ne comprends pas qu'elles restent fermées. Je pense qu'il y a eu un allègement de mesures, ok, tant mieux. Il y a eu un certain nombre de prises de décision du côté de l'aéroport. Et ça, je pense que c'est parce que certaines personnes ont quand même réagi fortement par rapport à cela. Maintenant, par rapport à la question que tu as posée à Georges, elle m'intéresse. Parce que je pense que dans cette gestion de crise, il y a de bonnes cartes et de mauvaises cartes. Et je pense que la carte la plus belle, c'est la carte de... Moi, la fierté que j'ai en tant que Togolais, c'est l'image d'une population togolaise fortement résiliente. Moi, c'est le plus beau souvenir que j'ai de cette crise-là. Parce que je rappelle que bien avant la prise de décision en avril, c'est spontanément qu'au Togo, les gens ont commencé à faire des masques. Quand même, on leur disait que non, que ouais, c'était pas le même type, c'était pas exactement le type de masque qu'il fallait. Les gens, je me rappelle que vous aviez des tailleurs, des couturiers qui faisaient des masques et qui les distribuaient gratuitement, ça se distribuait gratuitement. Je rappelle que la machine qui a créé d'ailleurs un business et qui consistait à laver les mains avec qu'on appelle l'OMO, ainsi de suite et tout ça, est parti. Le lavement, le dispositif de lavement est venu d'une vidéo virale qui a fait rire tout le monde, et on a vu spontanément des acteurs togolais se lever, fabriquer ces lavements, les distribuer, les sociétés étatiques, parapubliques, privées, se les approprier, les écoles. Ça, c'était merveilleux. On a vu des sociétés togolaises se reconvertir dans la livraison de produits. On a vu les gens se ruer sur de la production made in Togo. On a vu la merveilleuse collaboration entre les professeurs d'université et les tradithérapeutes qui ont sorti à un moment un certain nombre de recherches, de prescriptions pour booster le système immunitaire, qu'on appelle des connaissances vraiment qui nous sont propres et ainsi de suite, et qui ont montré leurs preuves. Il y a eu vraiment des choses magnifiques. Après, il y a eu des ratés, comme par exemple le cas du couvre-feu, où on a eu des pertes de vies humaines, où on a eu des violences. Les ratés où on a eu par exemple qu'on appelle les méthodes très peu cavalières du ministère de la Santé, qui a forcé la main à un certain nombre de personnes pour qu'elles se fassent vacciner, et qui après s'est pris quelque part les pieds dans les filets, parce que elle a dû faire face à l'annonce mondiale de toute une succession de vaccins, de toute une succession de remises en question de vaccins, de toute une succession de méthodologies à appliquer à ce vaccin, et ainsi de suite, et qui a eu du mal à suivre. On a eu, pendant 2 ans, une bonne partie de nos événements fondamentaux en termes de culture, en termes d'économie, qui ont été annulés et qui ont strangulé les populations. Alors que même que les personnes qui nous recommandaient les restrictions, pendant ce temps, elles faisaient leur activité normalement. On faisait, comment on appelle, l'artisanat, les coupes, les stades et ainsi de suite chez elles. Donc, je suis content, par exemple, que petit à petit le gouvernement revienne, et que, par exemple, on ait eu la foire artisanale Miato tout à l'heure, il y a cette semaine qu'on a eu cette foire Miato, même si j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de communication et ainsi de suite et tout ça. Je suis content que petit à petit les restrictions commencent à baisser et qu'on revienne à des choses un peu plus normales. Je souhaiterais qu'on ouvre les frontières et qu'on s'intéresse à, comment dirais-je,
au redémarrage de l'économie, au redémarrage en tout cas, bref, à des choses qui permettent aux Togolais de retrouver sa capacité de pouvoir d'achat. Ce qui me gêne avec la crise du Covid, et je le répéterai longtemps, c'est que j'ai la sensation que on nous a forcés à adopter des techniques, des méthodes qui ont ralenti notre économie alors que nous n'avions pas, comment dirais-je, nous n'avions pas les mêmes conséquences, disons, le même rapport au Covid qu'aux autres régions du monde. Et moi, ça m'a agacé parce que, on le voit actuellement en Chine, il y a quelque chose qui se passe en Chine, on n'a pas vu de nouvelles restrictions appliquées en Europe. L'Europe a compris qu'il y a un phénomène en Chine, il y a un phénomène en Europe. Les hausses de cas en Chine n'entraînent pas de nouvelles restrictions en Europe. Et l'Europe l'a fait pendant des années avant que la crise du Covid n'arrive, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a du coronavirus en Asie. Donc je n'ai pas compris pourquoi un continent qui avait toutes les capacités de se développer et de profiter même de la crise pour avoir un élan économique bien plus fort qu'il ne l'avait avant, s'est retrouvé obligé de se saborder soi-même, d'augmenter les prêts, d'augmenter les prises de crédit, de rentrer dans un certain nombre d'auto-sabotage de son économie pour revenir encore maintenant à une nouvelle étape où on nous dit maintenant c'est plus la menace, ce n'est plus le Covid-19, la menace c'est de nous dire que nous allons crever de famine. Et pour éviter de crever de famine, il faut encore repartir chercher des prêts et demander encore qu'on ait un moratoire sur la dette ou des annulations sur la dette. Donc à la fin, il y a quelque chose de vicieux dans ce processus-là. Et je regrette que le Togo, à l'instar d'un certain nombre de pays africains, n'ait pas fait front pour dire mais non, il faut que nous continuions toutes les avancées que nous avions entamées. Alors, madame, vous pensez que l'état d'urgence sanitaire a aussi quelque chose à voir avec la vie chère aujourd'hui au Togo? Bon, l'état d'urgence, ça fait 2 ans. Oui, bon, il y a des avancées, il y a eu des avancées. Il y a des points positifs, des points négatifs que mes prédécesseurs ont déjà donnés. Oui, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des mesures, plus de ceci, et voilà, oublié. Les distanciations, c'est pour les faire mesures, face à la maladie aussi. Oui, pour faire face à la maladie sans avoir préparé les consciences à rentrer. Bon, c'est-à-dire il y a manqué de pédagogie. Il y a manqué de pédagogie et beaucoup d'acteurs n'ont quand même pas cessé de le répéter. Et pédagogie en ce qui concerne et surtout la vaccination. Donc il y en avait eu, il y avait eu tellement de manque de pédagogie à ce niveau-là. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, bon, on se dit, on est en train de sortir de la Covid-19. Donc on ne va plus ramener, parce qu'il faut avancer maintenant. Il faut avancer, l'heure n'est plus. Bon, on prend et on garde les acquis, et ce qui n'a pas marché quand même, on se donne, on analyse pour de prochaines, on ne le souhaite pas, on ne va pas souhaiter ça, mais il y a des grippes saisonnières qui arrivent. Bon. Donc, subitement, la crise pandémique avec la guerre russo-ukrainienne vraiment a disparu en même temps, d'un seul coup, mais qui trompe qui là? Donc, du coup, bon, il y a eu quand même des effets. On a vu la manifestation de la maladie, surtout, bon, c'est arrivé aussi en Afrique ici, on a eu des trucs et le gouvernement a pris des mesures pour quand même protéger sa population. Merci, ce qui a manqué, je crois que beaucoup leur ont dit. Donc, ils ont pris connaissance, bonne note pour faire mieux, utiliser plus de pédagogie pour les prochaines prises de décision. Maintenant, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Oui, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, la France commence par se plaindre. Je comprends. Le Sénégal se plaint aussi. Je comprends nos autorités.
en pleine crise, ils ont fermé encore les frontières à un pays là, bon, qui nous amène pas mal de choses, qui vient chercher beaucoup de choses au port ici. Mais on se dit entre nous ici, nos frontières, les Ghanéens la fois passée ne peuvent pas arriver au Togo. Bon, je comprends qu'on nous protège. Parce qu'il y a dans d'autres pays, il n'y a pas eu tellement de cache-nez. On nous protège, oui, mais il faut voir aussi celui qui a faim. Nos économies, vous l'aviez dit tout à l'heure, oui, ça a bloqué nos économies. Et les mesures qui ont été adoptées pour accompagner quand même ce manque à gagner là, c'était insuffisant. Et puis bon, l'organisation, la façon dont la planification de cette aide-là n'a pas été quand même de façon qu'on dise que oui, ça a été vraiment réussi. Non, et ça a vraiment strangulé les économies. Et aujourd'hui, l'État doit faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui doivent être injectées dans l'économie pour que, et on voit encore avec d'autres hausses des prix de produits pétroliers. On sait que le gouvernement dit, j'ai lu un bilan là, qui a injecté pas mal de milliards dedans, surtout pour les denrées, les produits de première nécessité aussi. Mais ça ne suffit pas. On a fait. Le peuple a fait. On lui demande, mais quel est ce père-là? Qui est-il? En voyant que oui, voilà ce que j'ai amené. Les choses sont chères. Mais mes enfants ont faim. Mais si on le dit pour le simple fait de dire de ne pas de ne pas reconnaître ce qu'ils font, ben, ils le sauront aussi. Mais on ne parle pas de cette population qui est là. Il faut rentrer, il faut aller à l'intérieur pour percevoir ce qui se passe. Voilà. On a encore 2 minutes. On va faire l'exercice là. Georges, cette question, 1 minute seulement. Est-ce que vous pensez que le Togo avait vraiment besoin de 2 ans d'état d'urgence sanitaire? Bon, ça dépend de ce que vous appelez vraiment besoin. Parce que vous savez, quand on dit état d'urgence, c'est pourquoi le perdant dans ce que nous venons de dire, les tours de table, c'est qui? C'est l'État. Parce que c'est le rapport, c'est la balance commerciale, c'est l'import, l'export qui détermine la balance commerciale. Quand nous parlons des allers-retours, c'est des taxes, c'est des droits de douane que l'État doit percevoir au niveau des frontières, qui ne sont pas à percevoir. Donc, celui qui perd le plus, c'est qui? C'est toujours l'État, et l'État, c'est encore nous. Donc, dire que est-ce qu'on a besoin? Je vous dis tout simplement qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la commande, ceux qui sont au pouvoir, le gouvernement voit mieux que quiconque de nous ici. Vous savez, ce n'est pas par fantaisie que le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Et je pense qu'il y a des gens qui suivent. Quand nous parlons des hausses de prix, etc., je ne voudrais même pas aller là-bas parce que vous savez, c'est des choses conjoncturelles. Ce n'est pas seulement au Togo, ce n'est pas seulement il y a au Ghana, Bénin, tout, l'Afrique, même en Europe, la vie chère, bien avant la crise entre Russes et Russes. Je parle entre Russes et Russes. Mais tout cela, c'est que nous devons savoir aujourd'hui que l'État, le gouvernement ne dort pas. Il est bien, comme je rejoins madame, nous pouvons demander à ce que l'État fasse d'autres mesures ou bien voir d'autres mesures pour pouvoir peut-être diminuer un tout petit peu au niveau de la douane sur un certain nombre de produits pour permettre à ce que les prix ne s'augmentent pas. Merci beaucoup à vous, Georges. Il a pris ma minute. Moi, je voulais dire non, catégoriquement non. On a compris le message. Il a pris ma minute. C'est bon pour toi comme ça. Madame Sophia Kenyonsi Adanou, sociologue, analyste. C'est bien fait. Et Georges, homme politique qui a pris la minute. Vraiment. Merci à tous. Vraiment, je vais le restituer après.